Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau Channel Connect. 6 mois déjà depuis la précédente émission, 6 mois qui ont confirmé l'essor du travail hybride et vu l'arrivée de Windows 11. Autant vous dire que nous avons plein de choses à vous raconter aujourd'hui avec une liste d'invités de très haut niveau autour d'un thème, relever le défi. Relever le défi de la sécurité tout d'abord, en compagnie de Jean-Marc Pichot de Microsoft France, puis de deux autres experts venus de HP et de Intel. Relever le défi de l'école numérique ensuite, avec les solutions Microsoft et une nouvelle plateforme pour les partenaires. Enfin, relever le défi de l'entreprise inclusive. Une émission en 3 parties, donc agrémentée, vous le verrez, de quelques surprises. Si vous voulez d'ailleurs poser vos questions, n'hésitez pas à le faire via le chat, nous vous y répondrons dans un second temps. Tout de suite, je vous propose de commencer par un premier point de situation en compagnie de Camille Lemot. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes Senior Director Device Sales Lead de Microsoft France. Beau titre. Merci d'être avec nous. J'aimerais connaître ton ressenti sur les 6 derniers mois et ta vision du marché aujourd'hui. Alors le marché a été assez, on va dire, soutenu. On a vu une croissance assez conséquente. On retrouve aux alentours de 600 millions de travailleurs hybrides aujourd'hui au monde, ce qui est quand même vraiment une croissance, un point d'inflexion conséquent qu'on vient de vivre au travers de cette pandémie, donc dans un climat relativement particulier au final. On voit une croissance aujourd'hui qui reste aux alentours de 9% year on year, ce qui est plutôt très bon, et ce, malgré des problématiques de supply et d'approvisionnement qui ont impacté l'intégralité de l'industrie. Je pense que ça a touché le textile, ça a touché l'automobile, alors l'IT de manière encore plus marquée. Ça nous a permis de constater beaucoup de choses et de faire quelques statuts. Dans cette démarche-là, malgré ces problèmes de supply, la croissance reste soutenue. On estime aujourd'hui, notre part de marché reste autour de 90%. Donc, grâce justement à ces lancements Windows, ça nous a permis vraiment de conserver une dynamique excessivement positive sur le marché. Mais le marché se spécialise. Donc, le marché entreprise reste vraiment dans une croissance comparable à ce qu'on pouvait avoir avant. Donc ce marché-là reste très dynamique. Maintenant, sur la partie SMB, il faut nuancer un petit peu. Il y a des besoins de produits spécifiques qui sont difficiles à fournir aujourd'hui. Et je pense que d'un certain côté, il y a pas mal de partenaires et de clients qui en ont marre d'attendre, qui jusque-là acceptaient de changer sur d'autres produits quand ils n'avaient pas forcément les bons sur étagère. Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont moins patients et ils veulent les produits qu'ils ont commandés. Donc ça crée une tension particulière sur le marché, surtout sur le côté produit spécifique. Donc ça impacte moins la partie entreprise, mais sur la partie SMB, il faut nuancer. D'accord. Et tu dis que la bonne nouvelle par rapport à ça, donc il y a une demande, mais aussi des devices qui vont arriver. Voilà, alors c'est l'éternel débat. Q3 est un trimestre excessivement fort de shipment. Vraiment, on a eu énormément de machines qui sont parties. Par contre, attention, c'est pas forcément toujours les bonnes. Donc il faut nuancer un petit peu le propos. Faire attention aussi aux états de stock, puisqu'effectivement, au final, ça représente d'un point de vue chiffre d'affaires, d'un point de vue volume, on est là où on doit être. Après, si c'est pas forcément les bons produits à chaque fois, il faut faire attention. Il y a quand même une bataille worldwide sur le sujet. Chaque pays se bat pour avoir ses propres produits spécifiques. Ça devient, c'est une situation encore différente de la pénurie totale de laquelle on sort. Il y a une forme de produit. On pourrait considérer qu'il y a une abondance même à un certain moment, mais il faut faire attention à exactement ce que l'on cherche. Ça n'impacte très peu que la partie entreprise, puisque c'était des commandes spécifiques qui, celles-là, elles, ont été honorées de manière assez structurée derrière. D'accord. Donc l'objectif pour vous dans ce contexte, c'est bien sûr d'accompagner au mieux vos clients. Quels sont leurs enjeux, quelles sont leurs attentes aujourd'hui, selon toi ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ce côté, la pandémie et ce côté travail hybride amène des constats relativement différents. On se retrouve avec une vraie volonté de télétravail, donc avec 73% aujourd'hui des salariés qui veulent améliorer leurs conditions de télétravail, donc en veulent plus, entre guillemets, en tout cas mieux. C'est là où ça devient des discussions assez intéressantes. Et par contre, de l'autre côté, il y a quand même ce besoin fondamental. Aujourd'hui, 67% des collaborateurs veulent avoir des interactions en face-to-face. Donc, voilà. Insoluble. Ouais, il y a une dualité qui est assez intéressante. Alors après, on a vu les annonces qui ont pu être faites sur le métaverse, typiquement, qui deviennent encore une dynamique un peu différente. On se rend compte qu'on va avoir, peut-être avec des hologrammes, peut-être avec aujourd'hui une interaction différente, des salles de réunion dans lesquelles on aura des gens présents en physique, des gens présents en virtuel, représentés par un avatar. Enfin, ça devient passionnant. C'est le futur. On sait très bien que c'est aussi la raison pour laquelle Facebook a évolué de cette manière-là, mais c'est pas forcément notre réalité tout de suite. Mais en tout cas, c'est une perspective qui est donnée,
qui veut dire que cette dynamique, elle est vraiment profonde, qu'elle va structurer de manière complètement différente la manière d'opérer. Maintenant, il y a des nouveaux on va dire, des nouveaux soucis qui arrivent consécutivement à cette évolution-là. Il y a aussi l'accélération vers le cloud. Donc, beaucoup d'entreprises aujourd'hui se tournent vers le cloud. Le cloud est quand même, par définition, plus sécurisé que toutes les infrastructures on-prem. Ce qui fait que ça amène aussi les hackers et tous les problèmes technologiques à s'orienter sur les postes clients parce qu'ils sont plus faciles à attaquer au final et encore plus dans une logique pandémique où il y a une certaine vulnérabilité, on ramène son ordinateur chez soi, à la campagne ou autre. Bref, il commence à y avoir des vrais risques et des vrais points de friction. Aujourd'hui, 83% des entreprises ont subi une cyberattaque en 2020. C'est juste colossal. Donc voilà, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri. Y compris Microsoft, ça nous arrive assez régulièrement faire face à ce genre de problème-là. Assurer la sécurité, ça devient quelque chose de fondamental pour tout le monde. Et la sécurité des biens, bien évidemment, mais après devient la notion d'assurance. Enfin, il y a plein de nouveaux marchés à venir derrière cette notion de sécurité, qui pour nous est un événement majeur qui prend encore plus de place aujourd'hui. Un changement de paradigme avec en plus, comme tu disais, de plus en plus de devices connectés, des lieux de travail. C'est ça, et puis en plus de plus en plus de facilité, parce qu'aujourd'hui on s'attend à voir l'intégralité de son contenu et de ses couches applicatives, quel que soit le device. On oublie parfois, est-ce que c'est encore un device personnel ou un device pro, est-ce qu'il a été structuré pour ça? Ça devient presque trop facile par certains côtés. On est des enfants gâtés un peu. Ouais, vu ce qu'on vient de passer, bon, c'est pas si on est si gâté que ça, mais en attendant, il y a une facilité aujourd'hui qui génère un certain niveau de risque, et je suis pas sûr qu'on ait tous pris vraiment la pleine mesure de tout ça, nous les premiers. D'accord. Alors tu disais que le travail hybride devient la norme. C'est aussi le cas dans le monde de l'éducation. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, l'éducation, c'est l'enjeu majeur pour tous. On est tous excessivement attirés par ce marché-là. On essaye vraiment de comprendre justement ce que la pandémie a pu changer. Elle a changé pas mal de choses. On se retrouve aussi avec ce remote learning qui est devenu aussi une norme pour beaucoup. On le voit aujourd'hui avec le côté back and forth des vaccins, les classes qui ferment automatiquement. On se retrouve avec des solutions hybrides qui sont mises en place quasiment immédiatement. Par contre, encore une fois, pareil, la problématique de sécurité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on amène des solutions qui sont excessivement structurées. Il y a aujourd'hui à peu près 900 000 unités qui ont été vendues en 2020. On est déjà à ce chiffre-là en 2021. Donc ce marché est en croissance excessivement forte encore une fois. Le marché de la tablette, qui est jusque-là équipé, le primaire et on va dire le début du K-12, qu'il soit privé ou public, c'est un marché de tablettes peut-être par facilité. Là, aujourd'hui, cette pandémie a démontré l'intérêt et la nécessité d'avoir un clavier et un produit computing. Que sinon, c'était pas vraiment possible de travailler avec ça. Donc, on en arrive avec un marché de tablettes qui a décru de 15% cette année, un marché Windows qui est en croissance de 13%. Donc, il y a une vraie dynamique, une vraie appétence pour des notebooks au sens un peu plus structuré. Et ça, c'est une vraie opportunité pour nous tous. Et c'est aussi très bien, je pense, d'un point de vue éducation, puisqu'effectivement, on va permettre à des étudiants, à des enfants, d'accéder à ce que sera le monde de demain. Ils travailleront dans 90% des cas, comme on vient le voir, sur des produits Windows. Donc, on a ce besoin aussi, un peu cette responsabilité-là, de les préparer à ce que sera le monde de demain. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, aujourd'hui, on investit énormément de temps et d'argent. L'indirect est vraiment fondamental aussi, puisque ça a été assez facile d'équiper le marché. On va dire que tout ce qui était simple a été fait. Maintenant, il y a une vraie dynamique supplémentaire à mettre en place. 30% du marché de l'éducation aujourd'hui, c'est de l'indirect. Il faut arriver à proposer des solutions. Il y a énormément d'écoles qui n'ont pas forcément de DSI, de support informatique. Il leur faut des solutions packagées. On va bien au-delà de la logique simplement de device. Et le device, c'est une solution. Ça s'intègre potentiellement dans des classes numériques qui, elles, aujourd'hui, c'est plus juste ce côté pandémique. Parce que je vois la classe de mon fils aujourd'hui, c'est plus difficile aujourd'hui de déplacer. On cherche plutôt à garder les enfants au même endroit parce qu'on peut sécuriser un endroit plutôt qu'à les faire bouger vers une classe informatique. Donc vraiment, ces devices itinérants qui sont attachés à l'élève, et c'est plus une classe numérique dans laquelle on va de temps en temps, c'est pareil, c'est un changement qui est fondamental et structurant. Il n'y a pas les ressources, il n'y a pas les devices. C'est un marché exceptionnel. Et c'est vrai que pour nous, ça représente une opportunité sur laquelle on va se concentrer durant les années à venir. C'est intéressant de savoir parce qu'on va revenir tout à l'heure justement dans une trentaine de minutes sur les enjeux de l'école numérique et comment Microsoft y répond avec ses partenaires. Camille, on se retrouve nous en fin d'émission pour évoquer l'entreprise inclusive. Jean-Marc, toi tu ne bouges pas et on se retrouve dans 2 minutes pour parler de la sécurité. À tout de suite.
De retour en plateau en compagnie de Jean-Marc Pichot, commercial trainer chez Microsoft France. Hello Jean-Marc. Bonjour Joachim. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir pour moi. Camille vient d'évoquer l'explosion du travail hybride, et le corollaire, c'est bien sûr la nécessité de sécuriser les devices, les données, les connexions. Comment est-ce que Microsoft adresse ces enjeux? Quelles sont les réponses de Microsoft à ces questions? Alors, Microsoft a su tirer les leçons de la pandémie et du premier confinement pour repenser son approche et apporter de nouvelles solutions plus adaptées aux enjeux du travail hybride. Ainsi, nous avons sorti le 5 octobre dernier Windows 11 et Office 2021 pour proposer des outils qui permettent à la fois de booster la productivité et la collaboration, que ce soit en entreprise ou à distance, tout en assurant un maximum de sécurité. Parce que comme le disait Camille à l'instant, la sécurité est un sujet primordial aujourd'hui pour toutes les entreprises. Et en ce qui concerne Office 2021, eh bien, cette nouvelle édition marque un tournant en adoptant le Modern Lifecycle Policy. Alors ce que ça change concrètement, c'est que cette nouvelle édition d'Office va profiter de mises à jour régulières pour offrir les fonctionnalités, le support et aussi la sécurité dont les entreprises ont besoin pour faire prospérer leur activité en toute sérénité. Et donc grâce à ce Modern Lifecycle Policy, Office 2021 va pouvoir évoluer au fil du temps pour répondre à de nouvelles exigences et ces avantages seront disponibles pour toutes les déclinaisons d'Office 2021, donc à savoir Office Home and Business, Office Home and Student et Office Professional. Ok, merci. Voilà pour Office. On sait aussi que Windows 11 a également été pensé pour offrir plus de sécurité aux utilisateurs comme aux entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, avec grand plaisir. Parce que Windows 11 a été bâti sur les principes du Zero Trust pour offrir une sécurité à tous les niveaux. Puisque le Zero Trust est un modèle de sécurité qui s'éloigne des canons traditionnels de sécurité périmétrique à base de connexions VPN et de firewall pour se rapprocher de nouveaux modèles de sécurité. Et l'avantage de ces nouveaux modèles, c'est qu'ils peuvent être appliqués directement sur les ressources de l'entreprise, indépendamment de leur localisation ou de l'identité du demandeur d'accès. Alors, je parle de nouveaux modèles, mais en réalité, le Zero Trust existe depuis de nombreuses années maintenant. Mais la grande différence ici, c'est que Windows 11 a été pensé dès le départ pour suivre scrupuleusement ces principes qui partent d'un constat simple, c'est qu'aucun réseau n'est sûr à 100%. Et donc, si on veut parler en termes d'image, ce qu'on peut dire, c'est que la sécurité périmétrique, c'est comme un château fort, avec des remparts concentriques et au centre la salle au trésor, avec les ressources de l'entreprise. Tandis que la démarche du Zero Trust, ça consiste plutôt à prendre ces ressources pour les mettre dans des coffres individuels, ce qui va permettre d'assurer leur sécurité où qu'elles se trouvent. Donc, Windows 11 offre une sécurité à tous les niveaux, avec le chiffrement des données, l'isolation matérielle et aussi une protection avancée contre les logiciels malveillants avec Windows Defender Antivirus et aussi Windows Defender Smart Screen qui permet de protéger l'utilisateur lors de sa navigation sur le web. Et en plus de ça, l'autre avantage, c'est Windows Hello qui permet de se connecter très facilement et de manière sécurisée à son PC grâce à la reconnaissance faciale. Donc il n'y a plus besoin de se compliquer la vie à rentrer son mot de passe puisqu'il suffit de mettre son visage en face de la caméra de son PC et de laisser Windows Hello faire le reste. D'accord, c'est plus sécurisé, c'est aussi très agréable au quotidien. Exactement. Il y a un autre point fort des solutions Microsoft, c'est la manageabilité, si je puis dire, c'est-à-dire le déploiement et la gestion des parcs informatiques. Tu peux nous expliquer? Oui, tout à fait. Parce que d'un côté, Microsoft offre une multitude d'options de sécurité avec Windows 11, mais n'oublie pas non plus de faciliter la vie du service informatique avec Endpoint Manager qui propose deux outils qui facilitent grandement le déploiement et la gestion du parc informatique. Je veux parler d'Autopilot et d'Intune. Alors, en effet, Autopilot permet un déploiement à distance, sans contact. Il permet aussi d'appliquer très facilement des profils sécurisés à l'ensemble des salariés. Et le gros avantage ici,
c'est qu'il n'y a plus besoin de créer des masters et de les installer physiquement sur les machines, puisque grâce à Autopilot, en fait, il suffit de créer des groupes de travail avec des profils adaptés. Donc, par exemple, un profil marketing, un profil RH, un profil commercial, puis de mettre les nouvelles machines dans les groupes appropriés pour qu'elles soient immédiatement opérationnelles. Donc côté utilisateur, c'est aussi super simple, hein, parce qu'en fait, il suffit de s'authentifier pour que la machine télécharge automatiquement le profil correspondant avec les applications, les dossiers et les autorisations qui vont avec, sans qu'il y ait besoin d'une intervention supplémentaire côté IT. Du coup, à partir du moment où l'utilisateur a un accès Internet, il peut immédiatement profiter de son nouvel appareil et commencer à travailler dans un environnement qui correspond à ses besoins et qui est en plus entièrement sécurisé. Et de son côté, alors Intune, lui, permet aux équipes informatiques de se connecter à distance à n'importe quelle machine du parc informatique pour connaître son état de santé et intervenir si besoin est. Donc bien sûr, ça permet de faire des réparations à distance, mais également en cas de perte ou de vol d'un PC portable, par exemple, eh bien, on peut tout à fait verrouiller la machine, voire la réinitialiser totalement pour s'assurer qu'aucune information importante ne tombe dans des mains peu scrupuleuses. Du coup, avec Autopilot et Intune, le service informatique peut gagner du temps, mais aussi gagner en sérénité avec la certitude que l'ensemble des machines du parc informatique sont sous contrôle et profitent d'un maximum de sécurité. D'accord, donc plus de sécurité, plus de sérénité pour les équipes IT, mais aussi bien sûr pour les utilisateurs. Donc 2 points très intéressants. Merci Jean-Marc pour cette présentation des solutions Microsoft. Merci. Je propose de continuer de parler de sécurité dans un instant, juste après une petite vidéo sur Windows 11. A tout de suite.
De retour sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Chauvet, industrie technologie spécialiste chez Intel France. Bonjour Claude. Bonjour Joachim. Merci d'être avec nous. Et Karim Brice, CTO de HP France. Hello Karim. Bonjour Joachim. Merci d'être avec nous. Alors, on vient d'évoquer les avancées de Microsoft en matière de sécurité, mais je sais que de votre côté, vous n'êtes pas en reste, bien au contraire. Comment est-ce que vous, constructeurs de PC, et vous, fabricants de composants, adressez-vous ces enjeux de la sécurité ? Alors, on peut voir Intel de deux façons. La première, c'est en tant que fournisseur d'ingrédients. On construit les processeurs, les cartes graphiques, les cartes réseau, cartes Wi-Fi, etc. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont construits avec la sécurité comme principe de base. On a une division qui s'appelle IPAS, Intel Product Assurance and Security, en fait, qui chapeaute toutes les autres, et c'est elle qui va donner toutes les règles de sécurité qui vont être appliquées lorsqu'on construit chacune des puces, lorsqu'on utilise chacun des protocoles, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. C'est aussi une division d'ailleurs qui gère énormément la sécurité par d'autres programmes comme le Bug Bounty Programme, qui consiste à rémunérer, et même de très bonne façon, ceux qui arrivent à trouver des vulnérabilités et nous les reporter pour qu'on puisse les corriger. On a également un principe qui est très fort, qui est celui de tout publier. C'est-à-dire que dès que nous, en interne, on trouve une vulnérabilité, on la corrige, mais on la documente. Et au lieu de la glisser sous le tapis gentiment, on la documente. Et comme ça, on a vraiment une vision très très large des types d'attaques, des types de failles qu'il peut y avoir. Donc c'est une gestion très saine, on va dire, et très transparente de la technologie. La deuxième façon de voir Intel, et c'est là qu'on va rejoindre Microsoft et HP, c'est le concepteur de plateforme. Puisque en fait, on ne va pas se préoccuper juste du processeur ou de la carte graphique ou du LAN. On voit vraiment le périphérique, l'outil informatique, comme une plateforme. Et l'idée est de s'assurer que, justement, tous ces composants qui communiquent entre eux, qui vont communiquer en plus avec les couches supérieures, c'est-à-dire firmware, driver, OS, applications, sont vus comme un globe unique et que on va laisser rentrer aucune faille qui va compromettre l'ensemble de la plateforme. Donc cette conception, non pas en tant que somme de pièces, mais comme plateforme générale, est un principe en fait qui est très fort chez nous et d'ailleurs qui est à la fondation du travail qu'on effectue avec HPI sur la conception de chacun des devices. Okay. Une approche globale, donc. De votre côté, Karim, quelle approche c'est HP France ? En fait, on a une approche commune, c'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité d'interopérabilité avec ce qui se passe sous l'OS, dans l'OS, sur l'OS, mais également grâce au processeur. Donc c'est une protection, je dirais, multicouche qui doit s'articuler de manière fluide. Voilà, donc l'idée, finalement, c'est de pouvoir vous protéger de différentes manières, de sorte à vous apporter plus de résilience, où que ce soit l'attaque. D'accord. Alors on a évoqué tout à l'heure la forte hausse du travail hybride ces derniers temps et ça ne va pas sans poser quelques problèmes en matière de protection des devices, des données, des connexions. On va prendre un exemple type. Je vais travailler demain dans un espace de coworking. Oui. Je vais me connecter à un hotspot plus ou moins sécurisé. Je vais avoir des voisins plus ou moins discrets qui vont avoir plus ou moins accès vu sur mon ordinateur. Et pour tout ça, vous avez, je crois, des solutions, Karim. Effectivement. Donc on a une solution qui est un filtre de confidentialité électronique donc, qui s'appelle HP SureView. Donc là, vous pouvez voir le PC parfaitement. Oui. Voilà. Vous voyez, oui. Donc je vais l'activer. Et là, du coup, vous ne voyez plus en fait. Il faut que vous décaliez un peu. Ok, activé. Voilà. Là, il est activé. Donc en fait, c'est à 45 degrés. Dès que vous êtes sur le côté, vous ne pouvez plus voir ce qui se passe. En fait, si vous êtes derrière, vous pouvez continuer à travailler. Mais donc c'est super utile parce que moi je prends souvent le train par exemple, voilà, du coup ça me permet de protéger contre les regards indiscrets, mais on peut très bien imaginer dans un café ou dans un open space ou encore de l'associer à par exemple Azure Information Protection pour pouvoir en cas d'ouverture d'un document confidentiel activer automatiquement le filtre de confidentialité. Donc ça peut être adaptable et utile où que l'on soit. Donc je ne peux plus copier sur votre PC là. Non, c'est pas possible. Avec ça, il faudra faire d'autres efforts pour y arriver. D'accord. Dans le reflet de la vitre du train, c'est bien très difficile. Et en termes de protection des machines elles-mêmes? Alors, en termes de protection des machines elles-mêmes, on a un microcontrôleur donc, qui est certifié par l'ANSI. On voit la petite photo là. Donc, on a un microcontrôleur qui s'appelle le HP Security Endpoint Controller qui nous permet donc d'assurer la protection de la machine sous l'OS et sa résilience. Donc sa protection, on va par exemple parler de HP sur Start, c'est-à-dire que à chaque démarrage de la machine, on va vérifier que le BIOS est vraiment le véritable BIOS, c'est-à-dire qu'on va contrôler l'intégrité du BIOS
et restaurer une copie en cas de compromission de cette intégrité, puisqu'il existe des malwares qui viennent attaquer l'OS directement dans le firmware, donc sous les couches de l'OS, on est capable d'assurer l'intégrité du BIOS et sa résilience, donc on le restaure. On a une autre fonctionnalité qui nous permet, donc HP Sure Run, quand vous démarrez votre machine, elle est active, et qu'un attaquant, un assaillant va essayer d'arrêter Windows Defender ou va essayer de modifier une règle de pare-feu, ou encore notre outil HP SureClick Enterprise, on va être capable d'assurer la persistance de ces services, puisqu'on va redémarrer les services, on va rebooter la machine. Si ça arrive 2 fois, on va mettre la machine en quarantaine. Donc on empêche un malware de modifier le bon fonctionnement des services critiques, antivirus et pare-feu, et on garantit leur persistance. Et en cas de problème, on éteint la machine, on avertit les équipes admin, et on la met en quarantaine. Et on peut éventuellement la retrouver telle qu'elle ensuite pour reprendre. Exactement. L'autre point, par exemple, c'est qu'il y a des attaques à châssis ouvert. On appelle ça à châssis ouvert parce qu'on a mettons des petits malins qui s'amusent à mettre des puces un peu partout. Voilà, il y a des petites pincettes un peu partout pour lire ce qui se passe. On a justement cette capacité à mettre des petits capteurs. Et en cas d'intrusion dans la machine, d'intrusion physique, on va effacer en fait un composant dans la machine qui nous permettra de rendre le disque illisible. En tout cas, il faudra beaucoup de travail pour pouvoir déchiffrer toutes les données qui seront dedans. Donc ça va décourager en fait l'assaillant. Et on a d'autres services de restauration d'images notamment en cas de problème. Ok, merci pour ces explications. Claude, vous développez aussi des fonctionnalités de sécurité assez impressionnantes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-unes ? On a beaucoup d'acronymes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les technologies Intel et HP s'entrelacent beaucoup. C'est-à-dire que souvent les unes sont construites sur les autres et permettent, ce qu'on va mettre dans le silicium, par exemple, va pouvoir permettre de construire des services assez évolués pour se prémunir, pour revenir à l'état initial, etc. Donc c'est vrai qu'on a énormément de technologies. Il y en a qui sont très vieilles, qu'on utilise d'ailleurs, on fait de la prose sans le savoir, mais par exemple, depuis le tout début de BitLocker, vous savez, au début, on avait des machines qui allaient très vite, et puis tout d'un coup, pof, on cryptait le disque dur, on chiffrait le disque dur, et on se retrouvait avec une machine extrêmement lente. Donc on a corrigé tout ça en mettant des accélérateurs, en mettant des technologies qui sont utilisées, qui empêchent, qui évitent d'utiliser le processeur juste pour faire du chiffrement. Donc ça fait partie des technologies ça a été introduit en 2003. Et puis, de toute façon, année après année, on a étoffé ce que fait le silicium. Le silicium, grâce à la loi de Moore, on peut lui faire toujours plus de choses, tout en consommant toujours moins. Donc il y a une vraie valeur à avoir une base de sécurité à l'intérieur du silicium. Karim parlait de Sure Start, ou je suis surpris que tu n'aies pas parlé de Sure Recover. On a le principe quand on a le travail hybride, quand on se met à travailler à distance, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est plus vulnérable. On n'a pas l'IT à côté. On ne va pas juste débarquer dans leur bureau et leur dire qu'on a un problème. Pendant les confinements, en plus, on avait de vraies contraintes sur le déplacement et sur le simple fait d'aller se rendre à la poste pour envoyer un device qui n'est jamais souhaitable. Mais, donc le fait de pouvoir conserver un fonctionnement tel que celui que j'avais quand j'étais à mon bureau avec l'IT à côté, dans le réseau, dans le pare-feu de l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Et il y a beaucoup de technologies qui ont rendu ça non seulement possible, mais tout à fait confortable et fluide. Par exemple, sur le fait de pouvoir continuer à faire des updates, des updates BIOS, des updates de firmware, de driver, qui sont très importantes pour la sécurité. On ne peut pas se dire, comme je suis à distance, j'arrête les mises à jour, parce que s'il m'arrive un problème, je devrais renvoyer ma machine. Donc ça, non, la continuité de fonctionnement et de mise à jour, c'est quelque chose de très important. Et c'est aussi un domaine, d'ailleurs, où il y a une excellente coopération entre Intel, Microsoft et HPI. Donc, ces technologies, alors, j'ai parlé de AES-ANI, il y en a une qui est assez ancienne également, mais qui a vraiment pris son envol avec les confinements, hélas et heureusement. C'est vPro avec une technologie qui s'appelle AMT, Advanced Management Technology, qui me permet en fait de contrôler même un poste qui se trouve derrière une box ADSL ou fibre sur le bureau, dans le domicile de l'utilisateur, exactement comme si cette machine était dans mon réseau, à l'intérieur de mon pare-feu. C'est-à-dire qu'on a un petit agent qui ping régulièrement ma console et que je vais pouvoir
faire toutes mes opérations de maintenance, vérifier l'intégrité des accès, du VPN, des ports réseau, etc. Et éventuellement, également, faire une surveillance de ce qui se passe à l'intérieur de la machine. Il y a un point très important qui a vraiment explosé en 2020, c'est les ransomware. Dans une moindre mesure, les crypto-miners, mais les ransomware, c'est devenu la bête noire, et pour cause. Et avec des utilisateurs à la maison, c'est un danger extrêmement fort, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va pouvoir se passer sur la poste, mais aussi comment ils vont pouvoir essaimer sur l'ensemble des postes. Donc le fait de pouvoir surveiller ce qui se passe au niveau silicium, c'est devenu très important. Dans les processeurs, en fait, on a toute une télémétrie qui permet de détecter de façon extrêmement pointue qu'il y a un ransomware qui est en train de se mettre en route. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge très forte sur la partie crypto du processeur, parce qu'il y a une activité très forte sur la partie stockage, SSD. Et donc, on arrive, grâce à un système d'intelligence artificielle, à détecter qu'un ransomware a été présent, a été lancé, même si on ne le connaît absolument pas. Tout simplement parce qu'on a une sorte de signature. C'est du comportemental. Et ça va nous permettre justement d'éviter d'avoir des gros problèmes. Et pour finir, alors, dans le cas où le gros problème est quand même arrivé, on a moyen avec AMT, dont je parlais, de finalement isoler le poste. C'est-à-dire qu'on va couper les ports réseau. Le virus, le ransomware sera bloqué, il ne pourra pas communiquer avec l'extérieur de la machine. Par contre, on garde un lien hardware, c'est-à-dire un TCP/IP hardware, vers le chipset de la machine, qui me permet de continuer à l'administrer, à le redémarrer à mode sans échec, à le remasteriser, à utiliser Show Recover pour justement me remettre avec une image toute propre de ma machine. Et finalement, donc, de garder exactement le même confort alors que je suis chez moi, la même sécurité, le même confort d'administration de mon poste que si j'étais dans l'entreprise. C'est vrai que le travail hybride, en fait, a nécessité le déploiement de technologies qui permettent de répondre justement à ces nouveaux enjeux. Avant, on envoyait un technicien sur site et il réimageait la machine. Aujourd'hui, avec Autopilot, on peut redéployer. Avec AMT, on peut intervenir à distance. Et effectivement, avec SureRecover, on l'a évoqué tout à l'heure, merci pour le rappel, que j'ai raccourci. HP SureRecover, en fait, nous permet aujourd'hui de restaurer une image spécifique avec des applications et des systèmes, et des images, enfin un système et des applications, où que vous soyez. C'est-à-dire que si vous avez une connexion réseau, on va aller récupérer une image, imaginons dans Azure, une image de référence avec un OS spécifique, on va le restaurer sur la machine, et vous allez pouvoir redémarrer plus rapidement. Là où vous seriez dans la pampa avec personne qui peut venir vous aider, vous allez juste avec une connexion réseau restaurer votre image. L'autre point, c'est, imaginons, c'est encore pire, il n'y a pas de connexion réseau. Eh bien, vous avez, ou très faible connexion réseau, eh bien vous avez une carte mémoire embarquée où on mettra votre image de référence, signée, et en appuyant sur la touche F11, vous allez restaurer votre image très rapidement, parce que c'est du flash vers du SSD, ça va très très vite, et vous allez pouvoir redémarrer très vite. Donc maintenant, la résilience est également portée par le matériel en lui-même. D'accord, ouais, c'est vraiment impressionnant. Qui dit aussi sécurité, dit bien sûr protection des identités. Et on sait que 80% des brèches liées au piratage sont causées par des informations d'identité mal sécurisées, volées et réutilisées à des fins malveillantes. Karim, comment est-ce que vous renforcez cette protection d'identité ? Oui, c'est une très bonne question. C'est vrai que quand on parle d'identité, on pense à multifactor authentication, on pense à un code PIN supplémentaire, à du Windows Hello, etc., etc. Mais ça arrive sur l'OS. Ou ça arrive sur une application SaaS, une application qu'on va accéder. En revanche, quand on parle d'accéder au BIOS, le BIOS, on donne toujours des mots de passe en clair. Et c'est quand même hallucinant qu'on donne un mot de passe en clair pour aller justement protéger ce qui se passe sous l'OS. Donc effectivement, HP a développé ce qu'on appelle HP SureAdmin, qui permet, avec une infrastructure de clé, enfin une PKI, et un QR code et un téléphone mobile, grâce à un PIN, on scanne le QR code sur le BIOS, et du coup on tape le code PIN, il y a un certificat sur le téléphone, il y a une clé sur le PC, et on va s'authentifier directement. Donc vous saurez qui va se connecter à la machine, et il n'y a pas de mot de passe. Donc quand on parle de passwordless, du coup ça prend tout son sens même dans un écosystème Microsoft, puisque vous vous connectez au travers d'un QR code avec une application mobile et un jeu de clés et de certificats. Donc c'est très, très très sécurisé, et ça vous permet donc de protéger vos déploiements et puis même vos techniciens quand ils interviennent à distance, plus personne ne connaît le mot de passe.
Et c'est effectivement, ça s'inscrit totalement dans l'approche passwordless produite par Microsoft. Claude, de votre côté, comment est-ce que Intel, d'une manière plus globale, collabore? Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais vous nous aurez expliqué comment est-ce que vous collaborez avec HP et avec Microsoft en matière de sécurité? Oui, plus global, c'est le terme, parce qu'effectivement, c'est extrêmement vaste. Je parlais de technologie, donc effectivement, quand on a créé les technologies de virtualisation, par exemple, sur lesquelles on a HP SureStart, par exemple, qui permet de ne pas se retrouver vérolé en faisant en lançant une application dans une petite... Alors c'est HP sur clic exactement. C'est vrai que HP sur clic en fait se base sur la capacité de virtualisation des processeurs Intel. Donc on connaît tous Hyper-V par exemple. On va utiliser le processeur pour pouvoir virtualiser une machine virtuelle sur l'OS. Mais de la même manière avec HP sur clic Enterprise, on est capable grâce au processeur de virtualiser le malware et de le contenir. Donc de virtualiser le fichier et de le contenir dans une micro-VM de sorte à ce que le fichier ne puisse pas attaquer l'OS. Donc c'est une innovation jointe pour le coup. On s'appuie sur les capacités de virtualisation du processeur d'Intel pour pouvoir apporter de la valeur et protéger l'OS de manière plus efficace. Puisqu'on ne permet pas au malware de pénétrer, on l'isole dans une micro-VM et on analyse ce qu'il fait. D'accord. On a déjà un petit aperçu justement de ce qu'est un écosystème, puisque effectivement, comme on conçoit ça comme une plateforme, on a vraiment toutes les couches de la plus basse, du plus bas hardware, de la hardware root of trust, etc. Donc Intel fournit chacune de ces briques et puis conçoit aussi les technologies qui vont permettre de créer ensuite les axes de sécurité auprès de l'OS, auprès du reste de la plateforme. Donc c'est quelque chose de très important. C'est assez peu connu, mais chez Intel, donc on est à peu près 100 000 employés, on a 5 000 design engineers qui sont là pour faire exactement ça, c'est-à-dire savoir comment définir la plateforme, à partir des pièces, des briques de base, comment construire la plateforme et comment travailler avec HPI pour qu'on ait les plateformes les plus légères, les plus sécurisées, avec la meilleure connexion, avec la meilleure autonomie possible. Donc c'est vraiment un partenariat très très fort qui se base concrètement sur un grand nombre de ressources, aussi bien chez nous que chez HPI. Il y a une dernière chose à bien comprendre, c'est que même si Intel fabriquait la plus belle des technologies qui permet de tout résoudre, si jamais elle n'était pas employée par le reste de l'écosystème, c'est-à-dire qu'elle n'était pas embarquée par HPI ou qu'elle n'était pas utilisée par l'OS ou par les logiciels, ça ne servira à rien. Donc pour nous, c'est très important de travailler en amont avec les éditeurs de logiciels, avec Microsoft, avec HPI, pour être sûr que ces technologies répondent bien aux besoins qui a été perçu, qu'elles sont bien utilisées, et que, par exemple, la technologie qui permet de détecter le ransomware dont j'ai parlé, finalement, s'intègre parfaitement avec Microsoft Endpoint Defender, Windows Endpoint Defender, qui va, lui, recevoir le signal de la part du processeur pour décider de tuer le process ou de mettre la machine en quarantaine. Donc ce fonctionnement permet vraiment de montrer toute la beauté de l'écosystème où l'efficacité vient non pas d'un acteur ou d'un autre, mais de l'ensemble de la chaîne. La beauté de l'écosystème, ce sera le mot de la fin pour cette partie sécurité. Merci à tous les deux pour ces explications. Merci Joachim. Nous avons donc tout un chacun maintenant tous les moyens pour travailler de manière hybride, à la fois avec confort et avec sécurité, grâce à Intel, grâce à HP, grâce aux solutions Microsoft. Mais quand on télétravaille, il y a aussi quelques règles à respecter, notamment en matière d'ergonomie. Regardez. Bonjour à tous, j'ai 4 minutes pour vous présenter les bonnes pratiques pour une journée de télétravail réussie. Ok. Aménager un bon espace de travail à la maison ou ailleurs. Afin de créer un environnement de travail agréable, il est recommandé d'aménager un espace dédié au télétravail à votre domicile. Voici quelques conseils pour vous créer un espace de travail agréable chez vous. Installez votre bureau dans une pièce lumineuse, à l'écart du bruit et dans laquelle vous pourrez laisser vos affaires de travail comme votre ordinateur, des classeurs, etc. Dans le cas où vous ne pourriez pas aménager une pièce dédiée, la table de salon est le lieu le plus approprié. Sinon, faites comme lui, optez pour un espace où l'on se sent bien. Ah, je me sens bien. Optimisez l'ergonomie de votre poste de travail.
Le travail prolongé sur écran peut entraîner de mauvaises postures et de la fatigue oculaire. Voici des conseils pour garder une bonne posture tout au long de la journée et préserver votre vision lors du travail sur écran. Le haut de votre écran doit arriver au niveau de vos yeux. Si vous travaillez sur un ordinateur portable, vous pouvez surélever votre ordinateur avec des livres ou même un rehausseur d'écran. De même, si votre table de salon est trop haute, n'hésitez pas à installer un coussin sur votre siège pour être à la bonne hauteur. Vos coudes doivent être au bord de la table. Si vous travaillez sur un ordinateur portable, il est recommandé d'ajouter un clavier externe et une souris. Placez-les à 10 cm du bord de votre bureau et posez le clavier le plus à plat possible pour gagner en ergonomie. Préservez votre vue. Le travail prolongé sur écran peut entraîner de la fatigue oculaire et du stress. N'hésitez pas à vous équiper de lunettes anti-lumière bleue ou de filtres pour écran protecteur de lumière bleue. Sinon, faites comme lui, optez pour un écran XXL. Ça, c'est de l'écran. Là, je pense qu'il me manque un. Oh, chut. Y'en a qui bosse là, hein? Oh, pardon. Parole, ça. Rythmez votre journée. Pensez votre télétravail comme une journée au bureau avec les mêmes rythmes et les mêmes temps de pause. Organisez votre journée de télétravail. Le matin, avant de commencer votre journée, préparez une liste de 6 à 8 missions que vous prévoyez de réaliser dans la journée. Cette méthode permet d'organiser ces journées de travail en priorisant les missions du jour. À la fin de la journée, rayez les éléments effectués de votre liste et reportez les éléments restants sur votre liste de la journée suivante. Prendre le temps de déjeuner. Le repas de midi est un moment important dans la déconnexion en télétravail. Créez des moments de pause réguliers. L'idée est de faire une coupure en se levant et en s'étirant pour protéger votre posture. Si vous en avez l'occasion, allez faire un tour et prenez l'air durant cette pause. S'il est difficile pour vous de sortir, faites comme lui. Voici quelques exercices à faire chez vous. Tout comme en sortant du bureau, vous aviez une séance de sport ou de travaux manuels prévus, prévoyez-vous des plages horaires bloquées en fin de journée dans votre agenda. Cela vous motive à terminer votre travail dans les temps que vous vous étiez impartis et à passer à une activité qui vous fera déconnecter de votre journée. Faites comme lui et travaillez vos tablettes de chocolat avec votre coach sportif. Bon, moi je vous laisse ici, mon coach personnel m'attend. Voilà, merci pour ces conseils. Place maintenant à la deuxième partie de cette émission, relever le défi de l'école numérique. Et nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Zolgadre-Elysei. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie enseignement primaire et secondaire au sein de Microsoft France. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Philippe Brito. Vous êtes, c'est votre poste, rappelez-moi. Directeur de la division PC chez Tech Data. Directeur de la division PC chez Tech Data. Merci Philippe, désolé, votre poste. Bonjour à tous les deux, merci de votre participation. Audrey, Camille évoquait tout à l'heure, en début d'émission, le marché de l'éducation est en pleine expansion en France. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision sur ce point ? Oui, alors je vais vous donner quelques chiffres pour parler du marché de l'éducation. Donc, il y a 12 millions d'élèves sur le marché de l'éducation en France, 15 millions si on prend les étudiants. Donc ça représente un très gros volume de personnes à adresser. Et il faut savoir que sur ces 12 millions d'élèves, on a à peu près 80% qui sont situés dans l'enseignement public. Et ça représente à peu près 62 000 établissements scolaires, donc c'est beaucoup. Il y a des écoles, des collèges et des lycées, et on a à peu près 50 000 de ces établissements qui sont des écoles. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un marché très très large à adresser, notamment qui sont gérés par les mairies. C'est les mairies pour les établissements publics qui vont gérer les achats et les équipements de ces écoles. On a aussi à peu près 900 000 enseignants sur le marché en France. Et ce qui s'est passé pendant la période aussi de confinement, c'est qu'on a vu qu'il y avait une vraie fracture numérique qui s'est opérée, notamment sur le marché, j'allais dire, du primaire, donc dans les écoles. Et on le voit, je vous partage ces chiffres-là, mais on a un taux d'équipement de matériel, que ce soit du PC dans des classes ou individuel, qui est très faible. On est à 7,2 à peu près pour 100 élèves dans les écoles primaires, là où effectivement l'équipement est plus important sur les collèges et les lycées. Et
C'est pour ça qu'on a eu un plan, j'allais dire, d'investissement de la part de l'État qui a été très significatif sur cette année. Donc on a plus de 170 millions qui ont été mis à disposition des collectivités dans le cadre du plan de relance. Donc c'est le socle numérique de base pour équiper ces écoles justement en primaire. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir que cet argent est en train d'arriver dans les collectivités. Et donc les projets d'équipement se font maintenant. Et cet argent-là doit être aussi abondé par les collectivités. Donc quand je dis qu'il y a 170 millions, en réalité, il y en a beaucoup plus. Et un point qui est important, c'est que ça va se décomposer en trois choses à acheter. C'est-à-dire qu'on a la partie matérielle, donc pour équiper les écoles, que ce soit l'équipement individuel, l'équipement en classe ou bien des tableaux interactifs. On va avoir la partie logicielle. Cette partie logicielle, ça va être bien évidemment, par exemple, des logiciels comme Office 365, Teams, mais aussi des logiciels éducatifs qui sont fournis aussi par l'EdTech. Et toute la partie accompagnement. Accompagnement qui doit être fait auprès justement des mairies, auprès des responsables informatiques de ces écoles pour installer, déployer ce matériel, mais aussi pour, j'allais dire, former et monter en compétence tous ces personnels, dont les enseignants. Donc voilà la partie un petit peu marché. Ok, merci pour ce récap extrêmement précis, extrêmement clair. Le monde de l'éducation a aussi beaucoup changé dans ses façons de travailler, ses manières d'enseigner. Oui, alors c'est vrai que pendant la pandémie, alors en France, la période notamment de fermeture d'écoles, et ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement la France a été le pays dans le monde qui a le moins fermé ses écoles. Donc on a quand même cette particularité-là. Et ce qui s'est passé, c'est pendant cette période où en tout cas les écoles étaient complètement fermées, où on a dû faire l'école à distance, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait cette fracture numérique qui était quand même gigantesque, notamment pour ces écoles primaires. Et les enseignants ont remarqué qu'à 50%, en fait, les élèves étaient beaucoup moins impliqués dans les enseignements. Soit parce que justement, il n'y avait pas de matériel suffisant aussi dans les familles, parce que c'est vrai que quand on a un PC à la maison et qui doit être partagé à travers, par tous les enfants et des fois même les parents, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces plans d'équipement qui sont en cours. Et aussi, les enseignants se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas nécessairement, j'allais dire, tous les éléments pédagogiques pour accompagner les apprentissages des élèves. Donc ça, c'est le côté un petit peu, j'allais dire, négatif. Par contre, le côté positif, c'est qu'avec cette pandémie, en fait, on se rend compte qu'en fait, on a pris 10 ans d'avancée technologique. Donc ça, c'est les effets positifs. Alors, on n'y est pas encore. Il faut encore que ça se déploie, que ça se mette en place et surtout que les usages perdurent. Mais l'avantage aussi, c'est que les élèves voient un réel bénéfice à cet apprentissage numérique. Donc il y a en tout cas un réel effet d'entraînement, oui. Un cercle vertueux qui se met en place. Philippe, vous confirmez cette évolution du marché ? Alors je confirme, j'ai presque même envie de dire que c'est une révolution de l'enseignement ou de l'éducation plus qu'une évolution. Comme le disait justement Audrey, le plan numérique qui aide avec ces grandes subventions avec des centaines de millions d'euros qui sont injectés sur le marché, qui aide l'équipement. On a parlé de la pandémie, cette situation forcément nous amène à une situation hybride, donc naturellement l'éducation modifie directement sur place. On a aussi le modèle éducatif qui est en train de se changer parce qu'on a de nouvelles compétences, des nouveaux métiers qui sont en train de s'inventer pour demain. Et la quatrième révolution industrielle, qui est la nouvelle technologie, l'avènement de la nouvelle technologie, l'informatique, l'IT. Donc tout ça fait qu'effectivement, ça révolutionne le milieu éducatif. Donc de profondes tendances et résultats, c'est aussi 5 manifestations, 5 nouvelles tendances justement en matière d'école numérique. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Oui, alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui déjà un marché d'éducation qui se réinvente. Donc il se démocratise. Aujourd'hui, tout le monde peut apprendre en ligne, peut aussi partager son savoir en ligne. Donc c'est un peu de l'apprentissage, mais de l'enseignement par tous, pour tous. On a aussi une méthodologie d'éducation qui change, parce qu'on a des rythmes de vie qui sont beaucoup plus rapides. Donc il faut complètement s'adapter à ça. On a un besoin de nouvelles compétences. Qui, il y a 20 ans, parlait d'un community manager, du marketing digital, d'un data scientist ou d'un data qui était analysé. Donc ça n'existait pas. Donc on est en train de s'adapter aux métiers de demain. On a un besoin de formation en continu, parce qu'une personne qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail va vivre une dizaine de métiers jusqu'à la fin de sa carrière. Donc il faut une formation en continu pour que la personne soit toujours à la pointe de son domaine. Donc il faut avoir cette caractéristique à adopter. Et bien sûr, la dernière qui est la nouvelle technologie. Aujourd'hui, on a des classes éducatives, des classes hybrides, on a des classes qui sont complètement ludiques dans le mode de fonctionnement et hyper connectées. Donc cette nouvelle technologie aujourd'hui contribue avec cette nouvelle tendance sur le marché. Ok. Alors Audrey, face à ces transformations très profondes, quelle est la réponse de Microsoft ? Que proposez-vous aux élèves, aux écoles ?
Mais je suis ravie d'entendre Philippe dire ça parce que finalement, on a la mission de Microsoft Éducation, c'est réellement d'accompagner les élèves et les enseignants dans ce monde, j'allais dire, de l'éducation numérique pour servir leurs besoins. Parce que notre idée, c'est qu'effectivement l'éducation, et notamment le numérique, doit permettre de favoriser du coup l'inclusion des personnes. Et on fait des investissements qui sont colossaux en matière d'éducation chez Microsoft dans le monde. Alors déjà, sur nos produits. Donc vous connaissez tous les produits, j'allais dire Microsoft, Office, Windows, etc. Et en fait, on investit aussi énormément dans des fonctionnalités éducation pour servir ces besoins-là. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont vraiment développées pour le milieu éducatif et ça représente des investissements qui sont colossaux. Et puis, on met aussi ces logiciels à des prix qui sont, on va dire, très, très compétitifs, voire des fois gratuits pour la plupart des établissements scolaires. Donc, c'est un très fort investissement de la part de Microsoft. On a aussi des très grandes équipes puisque, Philippe, tu parlais aussi de compétences, mais le fait de développer les compétences du 21e siècle, ça fait partie aussi de nos missions. On a des personnes qui sont dédiées et chez Microsoft France, on a une quinzaine de personnes qui travaillent sur le secteur de l'éducation. Donc voilà, des très très forts investissements. Et on parlait donc de formation, on parlait de former surtout les élèves aussi au numérique, les enseignants, parce qu'on est quand même très très loin en termes de montée en compétences. Mais un des acteurs qui manque souvent à l'équation, c'est les parents. On n'y pense pas tout le temps, on y a pensé notamment pendant cette période de pandémie parce qu'on s'est rendu compte notamment dans des zones d'éducation prioritaire où il pouvait y avoir justement un décalage beaucoup plus grand entre, j'allais dire, la connaissance des fois des parents et les compétences finalement numériques qu'ont les enfants, où les enfants finalement c'était eux qui apprenaient à leurs parents comment des fois utiliser un ordinateur. Donc nous on travaille avec des associations comme Simplon pour justement fournir des ateliers de parentalité numérique au plus près, j'allais dire, des acteurs pour justement aider à avoir une chaîne un petit peu vertueuse au niveau du numérique dans l'éducation en France. Donc des équipes dédiées, des produits et des solutions adaptées, du travail avec des associations. Et l'offre de Microsoft, c'est aussi une plateforme unifiée pour enseigner, apprendre et travailler et permettre à tous d'accès à une éducation équitable. C'est exactement ça. Et le maître mot, je dirais, c'est bien d'avoir une éducation équitable. Donc, on veut avoir effectivement des offres qui rentrent dans des budgets aussi équitables. Ça veut dire être disponible pour tout le monde, même d'un point de vue tarifaire. Donc, c'est pour ça qu'on a des offres aussi Windows, donc Chef de Future, qui permettent d'accéder à des tarifs, on va dire, plus avantageux sur nos produits. Mais aussi, on travaille avec les constructeurs pour avoir du matériel qui répondent aux besoins éducatifs en particulier et des matériels qui peuvent être peu chers. Ça va être aussi tout le système, j'allais dire, de management, parce qu'on en a parlé et vous en avez parlé beaucoup avec les interlocuteurs juste avant, mais la sécurité, c'est très important. Et la partie cyberattaque est très très importante dans le milieu de l'éducation, parce que souvent aussi les élèves sont un petit peu moins, enfin je veux dire les jeunes sont un petit peu moins formés exactement au courant de ce qu'il peut y avoir, et donc du coup il peut y avoir plus d'attaques, on va dire efficaces sur ces types de populations-là. Donc il faut penser donc à notre plateforme. Donc on a Windows 11, Microsoft 365 qui va nous permettre de faire tout ce management aussi sécurisé des devices au-delà de la suite, on va dire, bureautique, et Microsoft Teams. Et Microsoft Teams est vraiment adapté donc pour le milieu de l'éducation. Et je voudrais vous parler d'un exemple en particulier qui a été lancé donc très récemment, c'est au mois de septembre, disponible en français. C'est une solution qui s'appelle Progrès de lecture. Progrès de lecture, c'est venu en fait d'un constat qu'on a fait pendant la pandémie, justement sur le retard qui a été pris sur l'apprentissage de la lecture au niveau mondial par les élèves. Et ça, on sait très bien, si on commence à avoir un retard dans les apprentissages de la lecture dès le début, ça va impacter en fait toute la scolarité de l'élève jusqu'au bout. Donc ça, c'est un facteur très très important d'inclusion. Et encore une fois, l'apprentissage de la lecture, juste un petit exemple, un enseignant, par exemple, s'il passe, je sais pas, 2 minutes en classe pour faire lire chaque élève, donc imagine, il a 30 élèves en classe, il doit faire passer 2 minutes, voilà, il va prendre, j'allais dire, un moment assez conséquent dans sa classe pour le faire, qui prend sur le temps collectif, alors que là, finalement, le Microsoft Teams va intégrer en fait une fonctionnalité de lecture où l'élève, donc l'enseignant va assigner un texte aux élèves
l'élève va pouvoir s'enregistrer automatiquement derrière son ordinateur et derrière Teams pour faire sa lecture. Et en fait, on va avoir une intelligence artificielle, donc l'IA, qui va pouvoir détecter là où il y a eu un problème de prononciation, un mot qui a été oublié ou répété 2 fois. Et du coup, l'enseignant va pouvoir le consulter a posteriori, plus tard, et donc faire passer finalement, si on a une salle informatique dans sa classe, on va pouvoir faire passer les 30 élèves finalement en même temps en train de faire cet exercice, et plutôt que de prendre 1 heure sous le temps collectif, on a pris un quart d'heure le temps que l'élève s'installe, voilà. Et ça, c'est un réel gain de temps. Parce que du coup, ça va permettre aussi à l'enseignant de faire un suivi, et un suivi personnalisé par l'élève. Et plutôt que de faire, j'allais dire, ces apprentissages de lecture de temps en temps, parce qu'en fait, on ne peut pas se permettre de prendre 1 heure dans un temps de classe trop régulièrement, et ben là, il va pouvoir faire des exercices plus réguliers, et du coup, de suivre l'élève et sa progression. Un suivi individualisé, on sait que c'est la clé pour les apprentissages. On est bien d'accord. Tu souhaitais aussi présenter 2 fonctionnalités extrêmement intéressantes qui illustrent l'accompagnement vers un numérique plus inclusif. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors effectivement, on va vous montrer, je pense que ça va passer en vidéo, une fonctionnalité. Alors, donc là, on est sur le lecteur immersif. Donc, le lecteur immersif, c'est très utile pour les enfants qui peuvent être dyslexiques. Donc là, on va prendre un texte, on va avoir la possibilité de changer, j'allais dire automatiquement, en fonction de son besoin, la taille de la police, d'augmenter l'espacement pour pouvoir bien identifier les mots et faciliter la lecture. Changer les thèmes de couleurs, et on va pouvoir voir aussi d'autres fonctionnalités où on va identifier les syllabes pour faciliter la lecture, identifier les noms, les verbes, et aussi on a la possibilité d'identifier, d'avoir les lignes qui s'affichent plutôt que d'avoir un grand texte, voilà, qui perturbe les enfants qui sont dyslexiques et qui rendent l'apprentissage de la lecture très difficile. On va avoir cet outil de concentration qui est disponible, avec aussi un petit dictionnaire visuel qui permet d'identifier facilement le mot qu'on lit. Donc ça, c'est des outils qui sont disponibles dans Office 365 Éducation, qui est gratuit pour les établissements scolaires. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à savoir où cliquer, et c'est réellement, j'allais dire, des outils qui sont très très utiles et vraiment innovants, et favorisent justement cette inclusion, parce qu'on sait très bien que chez les enseignants, le facteur de stress, je veux dire un des facteurs de stress importants, c'est aussi le fait d'accueillir différentes problématiques et différents besoins des élèves effectivement qui peuvent être en situation de handicap, et faire en sorte qu'ils réussissent. Donc on a ces outils-là qui sont disponibles, qui sont gratuits, donc effectivement il faut en profiter. Et l'autre élément que je voulais vous montrer, c'était pour les personnes qui peuvent être daltoniennes. Donc c'est pas un handicap, j'allais dire, très fort comme ça, sauf qu'en fait, dans une situation d'apprentissage et en classe, ça peut être très problématique. Typiquement, si vous êtes en cours de géographie, vous avez des couleurs, vous êtes en cours de mathématiques, vous avez des formes géométriques, ou alors encore en cours de physique-chimie et vous avez des circuits, et ben dans Windows, et là c'est vraiment le Windows, j'allais dire de base, là c'est le Windows 11, mais ça peut être fait aussi sur Windows 10, on a la possibilité en fait de sélectionner en fait les couleurs qui vont s'afficher pour que ça soit plus simple. Et ça, c'est de base. Et on a même, j'allais dire, la possibilité vraiment de régler la typologie de couleurs qui reflète le plus notre besoin. Parce que moi, je ne le savais pas jusqu'à pas longtemps, mais en fait, il y a différents types de daltonisme. Et voilà, Windows y répond. Donc, on a énormément, ça c'est deux exemples, mais en réalité, il y a énormément de fonctionnalités d'inclusion qui sont dans Windows et dans Office. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de les payer, de les acheter, c'est inclus. Et ça fait vraiment partie de la pérennité d'un choix de plateforme. Et les solutions dont tu parles sont d'autant plus importantes et intéressantes que plus de 400 000 élèves en situation de handicap sont aujourd'hui scolarisés en France. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Il faut bien sûr soutenir, accompagner cette inclusion. Merci Audrey. Philippe, de beaux projets, de belles solutions pour l'école numérique. Et Tech Data qui se positionne aujourd'hui sur ce marché. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais si je dois en retenir essentiellement 2. Déjà, Tech Data, c'est le leader de la distribution IT dans le monde, en Europe et en France.
Donc aujourd'hui, on a toutes les connexions, toutes les relations avec les différents partenaires, que ce soit des revendeurs, que ce soit des constructeurs. Donc on est au cœur de l'écosystème. Donc en tant qu'agrégateur de solutions et en tant qu'orchestrateur de marché, on avait cette position qui pouvait en tout cas adresser ce marché-là. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, nos revendeurs et nos constructeurs nous disaient aujourd'hui, on a cette expertise technique, on a cette expertise opérationnelle, mais on n'a pas un distributeur ou en tout cas une plateforme où on peut trouver l'ensemble de l'écosystème IT pour nous accompagner sur ce marché. Donc, naturellement, de par ce besoin et de par notre position sur le marché, c'était une évidence d'aller adresser ce marché ensemble. Donc ça c'était avant, parce que maintenant, grâce à vous, il y a le club des revendeurs. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, alors on a créé un club revendeur éducation. Donc c'est une communauté, j'ai envie de dire, aussi bien de revendeurs que de constructeurs. Ça permet d'avoir accès à une boutique déjà, une boutique dédiée avec des offres qui sont des offres soit par périmètre produit, donc du PC, du périphérique, des tableaux interactifs, du software, de la sécurité, du financement, du service. Donc ça, c'est l'approche. Après, on peut avoir une approche par usage, que ce soit présentiel ou en distanciel, de par l'enseignement hybride. Tout ça permet aux différents membres d'accéder et avoir les offres, aussi des offres du moment, parce que des partenaires peuvent avoir des programmes d'incentive à ce moment-là sur l'éducation, donc d'en bénéficier. Okay. C'est d'autant plus important que, Audrey, tu l'as évoqué tout à l'heure, on a vu 7 terminaux mobiles seulement pour 100 élèves à l'école primaire aujourd'hui en France. Oui, et puis après, moi je veux rebondir parce qu'on a vraiment besoin de vous, on a vraiment besoin aussi de tous ces revendeurs et de cette proximité avec nos clients, parce que je le disais aussi, il y a 50 000 en fait, écoles primaires, donc il faut adresser les communes, il faut adresser les communautés justement de communes aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans un réseau de proximité, on ne peut pas y arriver. Et donc j'espère qu'on vous aura donné effectivement envie d'y aller et qu'on aura vous donné tous les outils pour vous aider à vendre. Ouais, on compte Philippe sur ta force de frappe, sur la force de frappe de Tech Data. Dans ce club de revendeurs, on trouve aussi des contenus, je crois. Exactement. Alors on a accès à des différents programmes. Audrey tout à l'heure parlait de Shape the Future de Microsoft, c'en est un parmi tant d'autres. Mais on a aussi des contenus marketing, des livres blancs, des brochures éducation, des newsletters, des actualités, des webinars. Donc encore une fois, c'est une communauté qui peut avoir accès à plusieurs informations d'un point de vue aussi bien produit, soft, que d'un point de vue connaissance, apprentissage. Okay. Comment est-ce qu'on rejoint la communauté? Comment est-ce qu'on accède à ce club des revendeurs? T'es pas encore connecté? J'ai pas les accès. Alors, il suffit juste d'aller sur le site InTouch de Tech Data. Il y a un onglet éducation. Donc, il suffit de s'inscrire et vous avez accès directement à toutes ces données. D'accord. Donc, il y a vraiment une volonté chez vous de monter en puissance clairement sur ce sujet. Est-ce qu'on peut imaginer demain également une équipe dédiée éducation chez Tech Data? Alors oui, c'est une réflexion. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a déjà, on va dire, des personnes qui sont sensibilisées, qui sont légitimes sur ce marché parce qu'on a des divisions spécialisées chez Tech Data. Je pense notamment à des personnes qui proposent des certifications chez nous, chez Advanced Solutions. Je pense aussi à la division Maverick chez nous qui gère tout ce qui est affichage dynamique, la vidéoprojection. Donc, ils travaillent déjà sur différents appels d'offres du marché éducation. Mais on a aussi des catégories managers, des business development managers dans les différentes divisions qui sont déjà présentes. Par contre, comme c'est aujourd'hui une opportunité qui est grandissante, bien évidemment, le but, c'est d'étoffer cette équipe. D'accord. Alors, le temps file, j'ai quand même envie de te poser une petite question. Vu ta connaissance du marché, quels sont les remontées, les enjeux remontés du terrain aujourd'hui, Philippe? Alors, il y a essentiellement 3 enjeux, si j'ai envie de dire. Il y en a un qui est un enjeu organique, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau mondial, il va falloir reformer près de 1 milliard de personnes dans le monde, donc c'est énorme. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire face en termes de demande. Le deuxième enjeu, qui est un enjeu entrepreneurial et organisationnel, parce qu'on a des entreprises qui adressent aujourd'hui des marchés qui sont de plus en plus verticalisés, mais en même temps très transverses, parce que c'est tout un écosystème qui doit s'imbriquer dans ce développement. Et après, un enjeu très opérationnel, qui est remonté par nos partenaires, qui est d'offrir une bonne expérience en termes d'usage, mais aussi en termes d'éducation, donc avec des bons produits, des bons services, des bons financements, tout ce qui va avec, mais surtout que ça ne soit pas fait au détriment de la sécurité. Parfait, très clair. Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications, ces initiatives extrêmement fortes, extrêmement intéressantes. Grâce à vous, l'école devient de plus en plus numérique, de plus en plus inclusive. L'entreprise aussi doit relever ce défi de l'inclusivité, on va le voir dans un instant. Mais tout de suite, c'est l'heure de la récré, avec une petite pause en compagnie de Lucie Carbone, jeune collaboratrice qui découvre le team building et l'inclusivité. Hello maman, ça va? Tu me vois? Est-ce que tu me vois? Ah non, pardon. Oh là là, j'ai cru que c'était une visio. Non, parce que j'en fais beaucoup en ce moment, ouais. Ah oui, le nouveau boulot, ça va, hein. C'est du travail à domicile. Ah non, je fais le ménage de personne, non. Oh tu penses.
J'ai même pas le temps de faire le mien. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je travaille de chez moi, en fait. Hein. Bah ouais, je suis allée au bureau une seule fois, j'ai vu personne, je suis rentrée. Le seul trajet que j'ai à faire, c'est entre ma chambre et le bureau. Ah bah c'est sûr que j'ai plus aucun problème d'embouteillage. Hein. En revanche, je suis quand même très loin de mes 10 000 pas par jour. Pour faire connaissance avec l'équipe, on a même fait un team building. Non, c'était pas au bowling, ni à l'hippopotamus. Bah c'était chez nous. Enfin, chacun chez soi. On a fait déjà un brainstorming pour savoir ce qu'on voulait faire. Parce qu'en fait, on voulait que ça plaise à tout le monde, sans discriminer qui que ce soit. C'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire inclusif. Paradoxalement, c'est peut-être cette discussion qui nous a le plus soudés. À la base, on voulait faire un atelier onologie. Mais il se trouve que Atia ne boit pas d'alcool. Donc, c'est tombé à l'eau. On pensait enchaîner avec un cours de Zumba. Ouais, mais on n'a pas pu parce que ma collègue Christine s'est fait une entorse. Ouais, elle a glissé sur de l'eau de pâte. Donc on a fait un karaoké. Donc on a démarré avec du Céline. Et là, il y a mon collègue Didier, il était trop chaud. Il a démarré sur du J'irai où tu iras. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est les gendarmes qui l'ont appelé pour lui répondre au commissariat. Jean-Seb, qui a vu ça, il est tombé de sa chaise. Et il s'est fêlé le coccyx. Du coup, on s'est arrêté pour savoir si ça comptait en accident du travail. Christine a pingé les délégués du personnel pendant que Atia demandait à son naturopathe. Et moi, évidemment, j'ai regardé le kit d'onboarding et surprise, c'est un accident du travail. Ouais, écoute, c'était sympa. Hein. C'est quand même bizarre parce que j'ai quand même l'impression qu'ils font partie de ma vie alors que je les ai jamais vus. Attends, excuse-moi, maman, je te laisse parce que j'ai mon manager qui m'écrit là sur le chat. Ouais, celui du coccyx. Non mais je me dépêche parce que le pauvre il nous expliquait qu'il nous passait toute sa journée assis sur un petit coussin avec un trou au milieu. Bon excuse-moi, oui je te laisse parce qu'en plus je suis notée disponible sur le chat. Ouais d'accord, je te rappelle tout de suite après. Ça marche, bisous, à tout de suite maman. Les joies de l'onboarding, on connaît tous. Au-delà de ce sketch, intégrer le collaborateur, c'est bien sûr une question sérieuse et un vaste sujet puisque cela passe aujourd'hui, bien sûr, par l'inclusion et la diversité. Et pour en parler, nous avons le plaisir de retrouver Camille Lemot, qui est toujours Senior Director Device Sales Lead de Microsoft France. Camille qui a changé de chaise pour l'occasion. Est-ce que tu nous expliquer, s'il te plaît, comment Microsoft traite ce sujet de l'inclusivité et de l'inclusion ? Alors, nous, c'est un sujet critique et pris au plus haut niveau de l'organisation. Donc, on a vraiment une logique corp qui est assez structurée, qui nous sensibilise au travers de training, au travers de grands piliers qui nous permettent de définir ce que c'est. Et après, il y a une adaptation qui se fait aussi un peu en fonction des lois, un peu aussi en fonction des cultures. C'est vrai qu'en Europe, Middle East et Africa, il y a énormément de différences culturelles qui sont à prendre en compte dans cette logique de diversité et d'inclusion. Ça en fait un sujet excessivement intéressant parce que ça reste quelque chose de complètement personnel. La compréhension, où est-ce qu'on va mettre une barrière par rapport à une différence. Et c'est ce qui permet à tous de pouvoir se retrouver. Mais ça reste une approche vraiment personnelle. Nous, aujourd'hui, on la structure sur vraiment des piliers orientés tout d'abord sur l'embauche et sur le recrutement. À la fois dans le pipe, donc sur le nombre de candidats et sur la diversité des candidats. On cherche vraiment à équilibrer. Alors, on a l'impression qu'on réduit ça à un ratio homme-femme. On est un peu obligé de le faire aujourd'hui, en tout cas dans des moments où on cherche à chiffrer les choses, parce que c'est la seule métrique qui est acceptable, en tout cas qui est possible en France. On a certains pays, en Afrique du Sud, où on a des ratios blanc-noir. On a des ratios qu'on peut trouver aussi en Arabie Saoudite, avec un ratio de saoudiens versus non-saoudiens, qui sont des choses normées, structurées, juridiquement bordées. C'est pas le cas en France, c'est le cas aux États-Unis par exemple. On reçoit parfois des communications qui nous paraissent complètement surréalistes. Donc au niveau de l'embauche, nous on cherche vraiment à travailler sur le fait d'avoir autant d'hommes que de femmes à la fois dans les candidats, mais aussi dans les intervieweurs, et de vraiment arriver à respecter cet équilibre au maximum. C'est pas toujours simple, parce qu'effectivement ça impose aussi parfois de changer en profondeur. Les postes purement techniques sont parfois vraiment trustés par la gente masculine, sans qu'il y ait quoi que ce soit à reprocher d'un côté ou de l'autre. C'est juste un peu structurel et un peu culturel, voilà. Donc il faut aller jusqu'au niveau des écoles, il faut rentrer vraiment très très loin dans le process pour arriver à expliquer qu'il y a des débouchés vraiment pour tout le monde, et qu'aujourd'hui ça nous intéresse vraiment d'arriver à féminiser. On connaît les bienfaits d'avoir une équipe diverse. Aujourd'hui on cherche vraiment à franchir cette étape et à l'imposer. Alors effectivement, la notion de quota est quelque chose qui est discuté assez régulièrement. Les quotas, ils sont nécessaires pour faire bouger les choses, et après, tout avance tout seul. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est composée à 60% de femmes, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais j'en arrive à la démarche inverse, qui est de se dire que il faut que j'arrive à recruter plus d'hommes que de femmes. Mais c'est vraiment intéressant d'en arriver à ce genre de conclusion aujourd'hui.
Aujourd'hui, ce qu'on peut retrouver aussi chez Microsoft, c'est la création de communautés au niveau international qui vont vraiment rassembler les spécificités, on va dire, les plus traditionnelles. Donc on a effectivement le côté GLIM avec le côté LGBTQ+, on va retrouver ça avec la communauté latino, on va retrouver ça avec la communauté Black at Microsoft. Donc on cherche vraiment à capitaliser, à travailler sur ces différences-là. Il y en a 9 au total, des ERGs. Et c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, qu'on va utiliser tous les jours dans nos références, dans nos networks. Et on rejoint aussi cette notion de mentoring et de réseau qui est vraiment importante. On cherche à trouver je prends un exemple avec Lenovo, avec qui on travaille tous les jours, qui a un programme assez spécifique, qui est le fait de pouvoir favoriser la progression de la femme dans les niveaux exécutifs. On travaille en partenariat avec Lenovo, par exemple, pour vraiment arriver à amener ça et pourquoi pas essayer d'arriver à partager des objectifs communs, d'améliorer le pourcentage de femmes chez les execs, par exemple. Et on travaille aussi sur beaucoup de choses qui vont être des avantages. Alors, le côté inclusif, c'est vraiment assez large. Il y a une notion d'accessibilité qui est assez importante, qu'on retrouve dans nos produits aussi, et qu'on cherche vraiment à intégrer pareil dans cette équation-là. Donc voilà un peu les 4 piliers principaux. Donc vraiment ce côté recrutement, ce côté communautaire, mentoring et la partie réseau, et on retrouve après vraiment les avantages spécifiques. Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, on connaît tous maintenant les bienfaits de la diversité. C'est déjà impressionnant et intéressant que maintenant ça aille de soi en fait. Alors, c'était pas forcément le cas il y a quelques années, c'est déjà des avancées importantes. Au-delà de ces 4 piliers que tu viens de nous présenter, comment est-ce que cet engagement de Microsoft se matérialise aussi concrètement au quotidien ? Alors, c'est là où on retrouve un peu vraiment la logique où le côté culturel prend vraiment le pas et où le côté, on est un pays latin, nous la parole a une importance fondamentale plus que l'écrit. C'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons où l'écrit va être privilégié. Donc voilà, on cherche à adapter un petit peu ça par rapport à la dynamique et aux spécificités françaises. Donc sur le côté communautaire, GLIM est quelque chose d'assez important pour nous en France. Pour vous juste une logique de référence, c'est beaucoup moins important dans les pays de l'Est, par exemple, où il y a encore des courants ouvertement anti-gays et autres. C'est pas du tout le cas en France. Donc on va chercher vraiment à travailler avec des partenariats assez forts. On en a un avec le Refuge, typiquement aujourd'hui, qui permet d'accueillir des jeunes qui sont exclus par leur famille, par le système, suite à une préférence, qu'elle puisse être sexuelle ou autre. Mais donc voilà, on cherche vraiment à aider ça. C'est une des dynamiques que l'on peut avoir aujourd'hui en France. Sur le recrutement, c'est aujourd'hui de manière assez spécifique vraiment ce côté 50-50 sur les recrutements et sur le pool d'intervieweurs. Donc ça nécessite parfois de faire des choix assez forts, comme de laisser des jobs ouverts pendant beaucoup plus de temps, de prendre du temps pour ça. Donc de chercher vraiment à avoir les personnes les plus qualifiées possibles. Clairement, à l'arrivée, on ne prendra pas une femme parce qu'elle est une femme ou un homme parce qu'il est un homme. C'est vraiment une logique de compétence, mais on veut donner la chance à tout le monde. Et c'est vraiment là-dessus que Microsoft travaille tous les jours. Cette partie mentoring, alors, on la retrouve encore typiquement sur le Refuge, mais c'est aussi la santé mentale, c'est aussi de travailler sur le bien-être au travail de manière générale, d'arriver à pouvoir s'adapter. Le côté pandémique a pu changer pas mal de choses aussi, donc faut s'adapter à pas mal de choses, à pas mal de dynamiques, et je pense que là-dessus Microsoft est vraiment très souple. Après on est dans un cadre de travail qui est parfois particulier, mais je pense qu'il y a des enseignements intéressants, et nous on est prêt à apprendre aussi tous les jours de choses qu'on peut arriver à mieux faire. Et on cherche après, alors il y a tout un tas de dynamiques aussi en France où Microsoft co-match des investissements qui peuvent être faits dans des actions solidaires. C'est aussi ce que l'on essaye de faire pour arriver à partager au plus grand nombre notre vision du D&I qui est certainement pas parfaite, mais qui est quand même vraiment adaptée au monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est un engagement très fort donc, de l'entreprise pour ses collaboratrices, pour ses collaborateurs. Mais Microsoft souhaite aussi aujourd'hui être une force d'entraînement positive pour l'écosystème. Vous pouvez nous en parler un peu ? Enfin, tu peux nous en parler, pardon. Alors, clairement, aujourd'hui, on cherche... Alors, j'avoue qu'on tâtonne encore un peu sur 2-3 choses. On tâtonne parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une position, surtout pas arriver à donner des leçons, c'est vraiment pas le débat. Et encore une fois, les différents filtres, le filtre Worldwide, le filtre Europe, le filtre France, voilà, c'est vraiment, encore une fois, on n'a pas du tout de leçons à donner à qui que ce soit. On n'a aucune réponse toute faite. On cherche juste à apprendre. Par contre, on est prêt à partager ce qu'on a essayé et ce qui fonctionne ou fonctionne pas, en tout cas à l'échelle de Microsoft. Et surtout, on a envie d'apprendre avec tous nos partenaires. Donc, de faire en sorte que dans une discussion business, on puisse accorder 5 minutes à qu'est-ce que vous avez fait. Il y a un truc assez intéressant chez Microsoft, c'est cette logique de démontrer du courage que j'aime beaucoup.
à quel moment vous avez démontré du courage récemment sur ce côté diversité et inclusion. Je trouve assez intéressant parce que chacun peut se l'approprier, c'est des questions assez simples, et même si au départ c'est un peu surprenant quand on commence un meeting ou quand on le termine, ça donne toujours beaucoup de matières sur lesquelles on peut rebondir et qui peuvent permettre de continuer le meeting sur d'autres débats. Donc aujourd'hui, on cherche à partager nos pratiques, les défis, les solutions, ce qu'on a pu essayer, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, limite parfois aussi surtout ce qui n'a pas marché. Trouver des centres d'intérêt communs, ça va être sur la position des femmes dans les positions de management, ça va être, il y a plein de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble, et on est vraiment ouvert à toute initiative, et ouvrir un peu nos enseignements et ce qu'on a pu apprendre sur une société à l'échelle de Microsoft. Collaborer sur des programmes, donc vraiment avancer ensemble sur des volontés de changement qui vont nous permettre au global que l'intégralité de l'industrie y gagne, sur le fait d'arriver à trouver un pipeline de recrutement qui soit le plus diverse possible. C'est une responsabilité collective. Nous, on essaye de notre côté, mais ça suffira pas, donc il faut qu'on arrive vraiment à ouvrir ce scope-là. Donc c'est vraiment fondamental. Et la logique de cette conduite du changement, d'arriver à l'ancrer de manière un peu plus pérenne, que ce soit pas juste un phénomène de mode, ou que ce soit pas juste une checklist en disant parce qu'on a ce défaut-là aussi chez Microsoft typiquement, de dire bah voilà, c'est bon, j'en ai parlé 5 minutes pendant l'entretien annuel, c'est bon, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire changer les choses de manière un peu plus profonde, et il faut arriver collectivement à ce qu'on arrive à faire bouger les choses, et c'est vraiment c'est en train d'arriver dans notre ADN, j'espère, et c'est ce qu'on va essayer de poursuivre et de faire avec vous. C'est pour ça qu'on est ouvert à toute initiative. Moi, je sais que notre équipe est à la recherche aujourd'hui d'un projet qu'on pourrait arriver à faire ensemble. Ça nous intéresse vraiment. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler avec votre interlocuteur tous les jours. On a une vraie envie de pouvoir partager ça. Vous avez compris, le chat est fait pour vous. Là, n'hésitez pas, saisissez-vous de vos claviers. Illustration de cet engagement, Camille, c'est, je crois, la signature de la charte Jamais sans elle. Tu peux nous en parler ? Complètement. Alors, charte Jamais sans elle, qui est drivée par le gouvernement et qu'on a pu signer il y a 2 ans maintenant, de faire que chacun des membres de l'ALT de Corinne de Bilbao, donc qui est notre nouvelle patronne France, en fait, de ne pas participer à un meeting si au moins une femme n'est pas présente. C'est des engagements qui sont paradoxalement, qui semblent anodins au final, mais qui sont assez forts et qui permettent vraiment de créer des situations et de forcer le changement. On rejoint cette logique de quota, elle est parfois mal perçue. Aujourd'hui, c'est quand même un bénéfice global, et il faut qu'on arrive à continuer avec ce genre d'initiative. Donc on est très fiers de faire partie de ce programme. Comme tu dis, c'est un engagement que vous faites avec humilité et détermination. Voilà. Complètement. Ces engagements forts se concrétisent aussi à travers les produits. Windows 11 intègre notamment de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité, et je vous propose de les découvrir ensemble en images. We certainly hear that there are things that we can do better and gaps that we need to close. We don't just want to stop there. We want to really push beyond closing gaps to delivering that delight across the board. No matter what your abilities are, to be able to use Windows like everyone else. Accessibility on Windows used to be called ease of access. We talked to people in our research studies and we're like, do you know what this means? And people were like, no, I don't know. One of the things that we did is we changed the icon. And the most important thing is that people could discover the things that would help them use Windows better. You can't just go into it assuming you know who you're designing for. In the accessibility community, there is a saying, nothing about us without us. The only way to solve these problems is by integrating deeply with the community of people that we're trying to serve. We heard that contrast themes were kind of like a hammer. The aesthetics shouldn't have to be compromised just because you are someone who has light sensitivity. We are introducing them with new, beautiful colorways, a range of different contrast intensities. We thought about, hey, there's a student who might have light sensitivity in a classroom and there's a cart of machines, and when they boot up, does their device look different than others? We don't want accessibility to be an othering experience. What's really unique about the startup sound, for some people with no vision, that's what they rely on to know that the computer's awake. The difference between the sounds is that they will follow the visual personality of Windows. So a person who is blind can actually enjoy the same difference of those light and dark themes audibly.
it's really humbling to be able to see the impact that we're going to have in people's lived experiences. When someone with a disability starts using this new version of Windows, I hope that they feel a sense of belonging. Impressionnant. C'est déjà la fin de ce Channel Connect. Camille, un petit mot de conclusion peut-être ? Moi, je tenais à vous remercier vraiment pour votre participation. L'idée étant vraiment de se retrouver le plus rapidement possible pour pouvoir avoir un nouvel événement. Aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, que ce soit sur cette partie éducation, sur des données marchés, que ce soit sur cette partie diversité et inclusion, on est vraiment à votre service et là pour vous aider à construire, à aider à capitaliser sur ce que toute la technologie peut nous apporter. On a pu voir encore dans cette vidéo à quel point la technologie change nos vies et l'idée étant vraiment de pouvoir que ce soit le cas pour tout le monde. Ce sera le mot de la fin. Merci Camille. Merci surtout à vous qui nous regardez. Nous répondrons à toutes vos questions, comme je vous l'ai dit, dans un second temps. Merci encore de votre participation. Passez une excellente soirée.